Veuillez vous installer. Nous appelons bien sûr Rachid Sekak, expert consultant financier, à venir nous rejoindre. Également Aboubakar Belloul, chef de division GIE monétique. Rafiq Boussa, CEO de Grant Thornton en Algérie. Et Mounir Hamari, CEO et cofondateur de SlickPay. Veuillez vous installer, messieurs. Avant de vous poser la première question, le QR code, veuillez le scanner pour être dans la plateforme CTO Forum. Posez vos questions et nous allons aussitôt les répercuter au panel. Voilà, le QR code s'affiche. Alors, messieurs, on a pris un peu de retard malheureusement ce matin. Alors on va essayer de se rattraper. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur cette inclusion financière. On en parle tant, c'est une véritable question de l'heure. Les pouvoirs publics, en tous les cas, affichent leur volonté politique. En quoi, aujourd'hui, les fintechs peuvent-ils aider à cette inclusion financière tant attendue en Algérie? Rachid Sekak. Je commence par me piéger. Vous m'entendez? Oui, parfait. Bon, si tu veux... je crois d'abord qu'il faut bien s'entendre sur le concept d'inclusion financière. Hein, parce que souvent, chez nous, il y a un souci. Il y a un souci de compréhension. On confond inclusion financière et bancarisation, etc. Bon, moi, je pense que le vrai problème que nous avons en Algérie, c'est précisément d'éviter la désinclusion financière. D'accord ? Tout simplement parce que ce qu'on observe, c'est que l'argent rentrent dans les banques, les salaires, hein, les salaires des uns et des autres rentrent aussi bien à Algérie Post que dans les banques. Il rentre le 24 au matin et il sort le 24 l'après-midi. Hein. Donc on a un sérieux problème de désinclusion financière. La start-up, elle peut jouer un rôle très important là-dedans, tout simplement parce que la réduction de la désinclusion financière qui alimente la masse monétaire, la monnaie fiduciaire hors banque, hein, les 7 000 milliards dont tout le monde parle et qui apparaissent comme un gâteau exceptionnel, elles peuvent le réduire parce qu'on pourra réduire cette désinclusion de deux manières. Et uniquement par ces deux manières. La première, c'est le développement massif des paiements électroniques, hein, et la deuxième chose, c'est notamment, à mon avis, le développement des produits d'incitation à l'épargne. Et en Algérie, à mon avis, le meilleur produit d'incitation à l'épargne, c'est l'accès au logement. Hein. Or, ce que l'on constate depuis 20 ans, c'est que l'accès au logement ne nécessite pas un apport d'épargne préalable, ce qui est une aberration totale. Ah bah, c'est sec, hein. Rafiq Boussa. Merci Rachid, merci Ahmed de m'avoir invité à participer à ce panel. Et je tenais donc à remercier l'ensemble des présents, en présentiel et en ligne, j'imagine, Tout à fait. en stream. Voilà, donc, concernant l'inclusion financière, donc, pour compléter les propos de mon ami Rachid, en fait, pour moi il s'agit d'une souveraineté nationale et de sécurité nationale. Parce que lorsque vous avez une désinclusion financière aujourd'hui, donc tout se passe en dehors du secteur bancaire, en gros. Donc les salaires sont versés. On parle de digitalisation, donc on retire de l'argent du GAB au mieux. Donc soit on retire de la caisse, soit au mieux on retire du GAB et ensuite du distributeur automatique de banque. Après, transactions se font en dehors du secteur. Vous avez des personnes qui sont exclues du secteur. Il faut revenir à l'origine du problème. Ce n'est pas un problème technologique, de mon point de vue. Lorsque vous avez une masse informelle liée à des sujets fiscaux, c'est ça qui explique en partie, en tout cas, le pourquoi des transactions qui se font en dehors du secteur bancaire ou en dehors des circuits formels. En fait, le sujet d'inclusion financière, pour moi, c'est un sujet de sécurité nationale. Quand on n'a pas des datas, tout ce qui se passe en dehors du secteur bancaire, toutes les transactions qui se font en dehors du secteur, je dirais, secteur bancaire, c'est un sujet de sécurité nationale. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, il y a un retrait de l'argent, il y a un retrait d'argent, puis les transactions se font en espèces. Et là, c'est un problème, donc un manque à gagner pour le Trésor. On n'a pas de traçabilité sur ce qui se fait. Et ça, le vrai sujet. Maintenant, la technologie, c'est pas un problème. La technologie, ça existe, on peut l'avoir et c'est pas un problème. Mais vraiment, il faut aller au vrai des choses. Donc, il faut aller vraiment au vrai problème, c'est-à-dire la genèse des problèmes. Et là, il faut avoir à capter toutes, donc, et faire rentrer donc, les agents qui sont dehors de la sphère financière. Il y a, donc, Rachid avait parlé de la désinclusion financière, c'est qu'on a
Donc on a beaucoup d'agents économiques, en tout cas d'opérateurs, qui opèrent, je dirais, en dehors du secteur formel. C'est ça le vrai sujet. La technologie, mettre en place des sociétés technologiques pour faire de la fintech, de la finance technologie, c'est bien, ça permet d'accélérer et de capter des ressources et de faciliter les transactions. Mais si il y a un sujet fiscal derrière et un commerçant dit voilà, donc si demain je paye de manière mobile payment ou autre et je suis tracé d'un point de vue fiscal et du coup je ne veux pas être fiché par le fisc, ben, je vais continuer à faire des espèces. À payer en espèces et à recevoir en espèces. Parce que le vrai sujet, c'est que je veux fuir le fisc et du coup, je paye par téléphone ou j'achète par chèque. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème technologique. La technologie, elle existe et on peut l'adopter. Il faut vraiment, vrai sujet, comment embarquer toute la partie informelle qui, pour moi, c'est un sujet vraiment de sécurité nationale. Et ça impacte le PIB. Donc, si on parle de PIB d'Algérie, si vous avez une grosse partie du PIB qui est en dehors du secteur formel, parce que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. S'il y a une valeur ajoutée qui est en dehors du secteur formel, donc elle n'est pas traquée, on ne sait pas ce qui se passe. Et ça, c'est le vrai enjeu. Encore une fois, ce n'est pas un problème technologique. Problème de mentalité, finalement. Alors, la mentalité, en fait, les gens qui sont ils maîtrisent très bien la technologie. Donc, ces gens qui sont dans l'informel, peut-être ils ont des cartes bancaires internationales qui font leurs opérations, ils connaissent très bien la technologie, ils sont très familiers à la technologie. Mais c'est un acte volontaire de ne pas s'insérer dans le formel parce qu'il y a des sujets de fiscalité et de traçabilité. Donc, en fait, je pense qu'il faut aller mettre le doigt là où ça fait mal, c'est ça le vrai sujet. Donc, en gros, la partie technologique, lorsqu'on parle de gros facturiers, Sonalgaz, CEAL, Télécom, tout ça, il n'y a pas de problème. On peut mettre une couche digitale, une couche technologique, fintech, on va faire de la recharge téléphonique à distance, on va payer des factures d'électricité à distance. On est en train de formaliser ce qui est formel déjà. Mais le vrai sujet, c'est que c'est les gens qui sont en dehors de ce secteur-là. Donc, ça, en tout cas, ça, mon point de vue. Très bien. Monsieur Belloul ou Yazid, oui. Vous êtes déjà équipé de micro? Oui, je pense que je suis équipé. En fait, oui, l'inclusion financière. Moi, je la situe à deux niveaux. Il y a une inclusion financière à proprement parler. Il y a l'inclusion technologique aussi. Donc aujourd'hui, le développement de la technologie peut laisser certaines catégories de la société en marge de ce qui se fait. Donc l'accès, c'est pas tout le monde qui connaît, qui sait comment utiliser les outils digitaux pour payer, etc. Donc il y a aussi, ça fait partie de l'éducation financière ou technologique qu'on doit faire aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a aussi tout ce qui concerne le secteur informel pour essayer de les ramener déjà vers le secteur formel ou de permettre à toutes ces personnes d'avoir des comptes bancaires, etc. Nous avons vu par exemple l'opération du CPA, je reviens à la bourse, pour dire que la bourse peut être un acteur important dans l'inclusion financière, puisque avec l'opération de l'introduction du CPA, ça a permis en fait d'avoir plus de 50 000, presque 50 000 actionnaires qui ont souscrit à cette opération. Alors, il est fort probable que sur les 50 000, il y a déjà des personnes, des investisseurs qui ont déjà des comptes en banque, etc. Mais il y a beaucoup qui ont été en fait ramenés. C'est des nouvelles, on va dire, de nouveaux investisseurs auxquels on a ouvert des comptes et pour pouvoir donc un compte dinar et un compte titre. Donc ça passe par cette opération. C'est dire aujourd'hui que s'il y a un programme d'introduction en bourse d'entreprises privées ou publiques de renom, il est fort possible qu'il y ait un engouement plus que celui qui a été réalisé par le CPA par exemple. Donc ça peut ramener beaucoup de l'argent qui est en dehors de la sphère et permettra également d'avoir cet accès à des services bancaires. Mais encore une fois, le digital va accélérer en fait le processus. Et là, nous avons une responsabilité en tant que bourse ou les banques, je parle des banques aussi, c'est de mettre en place des dispositifs digitaux, enfin des facilitations pour trader pour notre part, mais aussi pour les banques d'avoir des banques digitales, des accès, des ouvertures de comptes en ligne, etc. Donc tout ça doit être réfléchi sur la base d'une stratégie qui doit être mise en place. Il ne faut pas croire que l'inclusion financière n'est propre qu'à l'Algérie, c'est un sujet qui n'intéresse que l'Algérie, mais ça existe aussi au niveau européen et ailleurs dans le monde, dans des pays développés. Il y a toujours une partie de la population qui est évincée en fait du système de par certains dispositifs ou mécanismes. Mécanismes, exactement. Monsieur Belloul,
GIE, priorité dans ce volet précisément? Par rapport au périmètre de responsabilité du GIE monétique concernant tout ce qui est paiement électronique, paiement mobile qui va voir le jour prochainement, là, la difficulté actuelle, c'est par rapport à... C'est le fait de ne pas pouvoir convaincre tout acteur d'adhérer à tout ce qui est paiement électronique. C'est ça la plus grande difficulté. Donc les fintechs, s'il y a un rôle qu'ils doivent jouer dans le cadre de la stratégie pour l'inclusion financière, c'est de pouvoir mettre en place des solutions technologiques qui permettent d'attirer tout ce bon monde, clients final, porteurs de cartes, détenteurs de téléphones mobiles, à pouvoir adhérer à tout ce qui est paiement électronique. Donc il y a la plateforme de paiement sur Internet qui est en place. On a actuellement plus de 510 web marchands qui exercent dans le e-commerce et la vente sur Internet. Et il y a des solutions qui sont en exploitation pour le mobile payment. Donc il y aura prochainement le switch national pour le mobile payment qui va assurer tout ce qui est interopérabilité des solutions de paiement par mobile. Là, ce qu'on attend des fintechs, c'est de construire tout un environnement attractif qui va permettre la promotion et l'adhésion à tous ces moyens de paiement. D'accord. Mounir Amari, votre entreprise active énormément ces derniers temps dans ce domaine. Vous avez en tous les cas des expériences intéressantes. Votre témoignage rapidement avant de passer aux questions du public. Bonjour tout le monde. C'est très difficile de parler après, de prendre la parole après autant d'experts. Mais je vais parler de l'inclusion financière, du rôle de la fintech dans l'inclusion financière. Aujourd'hui, l'accès aux produits, l'accès aux produits financiers, il n'est pas aussi facile, il n'est pas accessible à tout le monde. Le produit financier n'est pas accessible. Donc la fintech ne peut que faire ce rapprochement entre ce citoyen et ce produit financier. Monsieur Sekak a parlé de la différence entre bancarisation et inclusion. Donc c'est vrai que l'histoire de recevoir l'argent le 24 le matin et le retirer le 24 après-midi, je pense que c'est-à-dire le citoyen a peur de ne pas trouver où payer avec sa carte. Donc on a les chiffres, sur 1 million de commerçants, on a 52 000, je pense, TPE installés. Donc c'est très difficile de prendre ce risque et partir avec une carte chez une supérette pour payer alors qu'il n'a pas de TPE ou qu'il ne marche pas. Donc je dirais qu'aujourd'hui la FinTech essaye de par sa flexibilité, de par son agilité, essaye de trouver des solutions à ces problématiques. Des solutions qui ne sont pas coûteuses. C'est l'utilisation du smartphone. D'ailleurs, on a notre slogan dernièrement chez SlickPay, c'est « Faites de votre smartphone un TPE ». Donc, il suffit de générer un QR code et le client peut payer en utilisant sa carte. Donc, je dirais que c'est ça le rôle de la FinTech dans l'inclusion financière. Très bien. Alors, les questions du public via justement la plateforme. Comment pouvons-nous intégrer l'intelligence artificielle, la blockchain ou d'autres technologies innovantes dans les solutions FinTech pour améliorer l'expérience utilisateur et la performance? C'est tout simplement le boulot de la FinTech. Hein. D'accord. Alors, moi, ce que je reproche un petit peu à ce qui se passe chez nous, c'est que la FinTech, dans l'amélioration des choses, elle a deux champs d'intervention possibles. Hein. Elle a un champ d'intervention qui est l'amélioration de la relation client. Hein. C'est ce qu'on voit beaucoup en Algérie. On essaye de faire des produits financiers plus convivial, plus accessible, à meilleur marché. Hein. C'est notamment tout ce qu'on voit sur le développement des systèmes de paiement. Mais je crois que le potentiel de la FinTech,
le gros potentiel de la FinTech, à mon avis, il est ailleurs. Il est ailleurs et il est à l'heure actuelle totalement négligé. La FinTech, elle a en Algérie un rôle important à jouer dans l'amélioration de la tuyauterie interne, aussi bien des banques que des assurances. Amélioration de la tuyauterie interne pour une meilleure efficience, une meilleure productivité, une meilleure gestion des risques, etc. etc. Et on néglige trop ce volet-là. Alors, tu as posé une question, moi je réponds le cocktail gagnant. Le cocktail gagnant, ce n'est pas le Blue Mary. Le cocktail gagnant, c'est Internet, intelligence artificielle et processus de décentralisation. C'est bien comme ça qu'on va arriver à intégrer toutes les choses que tu as évoquées et qui supportent le développement de la FinTech. La FinTech, tout ce que tu viens de dire, en fait, est-ce qu'on a entendu ce matin chez Nasher, chez un peu tout le monde? L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est tout simplement une capacité à traiter de la data un peu mieux qu'on le faisait avant. D'accord. D'autres éléments de réponse? Alors, concernant l'intelligence artificielle, effectivement, donc on en parle aujourd'hui, c'est très tendance. Après, donc aujourd'hui, en fait, je dirais par rapport à la différenciation sur le marché, embarquer de l'intelligence artificielle sur des plateformes qui permettent de générer donc analyser toute la partie data qui existe. Bon, ces éléments, je dirais, de différenciation. Mais le vrai sujet aujourd'hui, donc quand on parle d'intelligence artificielle, c'est bien, mais aujourd'hui, c'est qu'il ne se passe pas de transactions. Vous avez il se passe des transactions en ligne, je dirais, par exemple pour Algérie Télécom, pour le paiement de charges téléphoniques sur CERAL, mais si je sors d'ici, payer une supérette, même s'il a le terminal, déocté, ça ne m'intéresse pas de déclarer ça au fisc, c'est très simple. Demain que je change de terminal, je le paye par téléphone, je ne vais pas le faire parce que mes recettes seront tracées. Et du coup, je fais au forfait, je fais au forfait alors que je brasse des milliards. Vous changez juste le problème, vous passez d'un TPE à un téléphone, mais le vrai sujet, vous le traitez pas. Donc du coup, si on embarque l'intelligence artificielle sur le smartphone, c'est bien, je ne dirais pas que c'est pas bien. Mais à l'enfant du sujet... On revient à chaque fois au problème. C'est que, aujourd'hui, c'est que, même au niveau du GIE, donc je pense qu'il y a un travail extraordinaire qui a été fait, mais à certains moments, je pense qu'il faut qu'on prenne un virage. On a présenté des solutions, moi et Rachid, ça fait plusieurs années. Certainement, il faut qu'on prenne notre courage et on prend des décisions courageuses parce qu'il s'agit de la souveraineté nationale. Parce que nous avons je dirais, mis à part les grands facturiers, mis à part Algérie Post, CA, Ooredoo et les opérateurs télécoms, ça, c'est des flux qui sont tracés, pas de problème. TPE ou téléphone, c'est bien. Mais il y a des transactions qui sont en dehors de tout secteur et c'est ça le vrai enjeu. Donc, c'est bien d'utiliser des mobiles, smartphones, échanger en TPE. Mais si moi, commerçant, au lieu de me proposer un TPE, me proposer un téléphone, vous ne répondez pas à mon sujet. Mon sujet, je ne vais pas te tracer. Je ne dis pas que... Après, il faut sévir, il faut prendre soit des décisions... Voilà. Donc, il faut traiter le vrai sujet. En fait, on ne va pas rajouter une couche cosmétique, mais le vrai sujet n'est pas traité. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Je pense qu'on a perdu assez de temps. Je ne dis pas qu'il y a un travail gigantesque qui a été mené, mais il faut qu'on se pose les vraies questions et qu'on essaie d'aller dans le dur et traiter ces sujets-là. Je pense qu'il y a des pays on n'est pas le seul donc Yazid avait traité de ça, donc on n'est pas le seul pays à parler de ça, et qui a ce problème, mais il faut qu'on traite le vrai sujet. Et puis, il ne faut pas confondre start-up et fintech. Donc, pas toutes les start-up, fintech, ce n'est pas nécessairement start-up. Et parfois, on mélange les concepts différents. Donc, on essaye de mettre en concurrence les banques avec les fintech. Parfois, on dit que les fintech travaillent ensemble. En tout cas, certainement, il faut démystifier les concepts. Et aussi, moi, j'aimerais bien donner un exemple par rapport à la stratégie pour des participants de certain âge qui... moi, en tout cas, je louais certainement des vidéos. De la vidéo, il y avait des vidéothèques qui louaient des films. Et le business tout ce business-là a été changé avec le streaming, le vidéo streaming. Donc il y a des virages technologiques qu'il faut prendre. Toutes les boîtes, il y avait une grande boîte américaine, j'ai oublié son nom, qui était le numéro 1 dans le monde, qui faisait de la vidéothèque. Notre génération, nous, on louait des films à l'époque. Après, avec la venue de Netflix et toutes les plateformes de streaming, il faut aller dans ces virages-là. Ce que je dis là, c'est par rapport à Geomonetics. On en avait parlé, ça fait plusieurs années.
On ne dit pas qu'on arrête la carte. Ok, la carte, il y a des clients de la carte, tant mieux qu'ils continuent de faire de la carte. Mais il faut laisser émerger une nouvelle technologie. Il faut libérer. Parce qu'on ne peut pas parler d'innovation lorsque tout ce qui n'est pas autorisé est interdit par défaut. D'accord. Ça, c'est un point important. Parce que, par défaut, donc dès qu'on parle d'innovation, ok, là, c'est pas pris par l'augmentation, donc on ne peut pas en parler. Très bien. Et du coup, ça, c'est pas un terrain fertile au développement de l'innovation. On peut parler d'innovation lorsque, par défaut, c'est interdit jusqu'à autorisation. Alors que les pays qui ont connu une innovation importante, par défaut, c'est autorisé jusqu'à interdiction. Très Alors bien. chez nous, au contraire, parce qu'on en parlait, ça fait 10 ans, on a fait des séances de travail, on a parlé, on attend la réglementation. Dans ce cas, on ne peut pas innover, parce que on ne peut pas faire de la distribution. Donc le concept de la distribution ne peut pas exister lorsqu'il y a une réglementation. Parce que si c'est réglementé, donc ce n'est plus une distribution. Donc on parle de choses qui sont Alors, si vous contradictoires. permettez, il y a des questions maintenant qu'on va essayer aussi de répondre rapidement afin de pouvoir justement répondre à tout le monde. Quelles seraient les considérations éthiques pour ce qui concerne la FinTech? Qu'est-ce qu'on peut répondre là-dessus? Quelles seraient les considérations éthiques en ce qui concerne la FinTech? Je dirais, tout ce qui est, pour dire éthique, ça renvoie peut-être aussi à ce qu'on appelle un investissement responsable parfois. Est-ce que les fintech peuvent développer certains produits? Aujourd'hui, en Algérie, il y a l'émergence d'une finance islamique, plutôt des banques islamiques. Les différentes solutions fintech qui existent aujourd'hui sont plutôt dans le classique. Donc, est-ce que l'évolution vers des solutions fintech qui soient Sharia compliance doivent exister, ou c'est uniquement quelque chose qui est réservé enfin à la finance classique? Après, cela dépend aussi du besoin des investisseurs. Effectivement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, lors de ma présentation, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui ne cherchent pas un gain dans l'immédiat, mais parce qu'ils font un investissement responsable. Donc l'éthique est un C'est assez vaste en tous les cas comme absolument. question, et vous abordez un seul aspect. Quel pourrait être le rôle des FinTech dans les prévisions financières? La prédiction, je laisse... Oui, à la faire. Merci. Alors, enfin, tout dépend de la data que vous avez. Donc, si vous êtes une fintech et vous traitez des data, de big data, vous avez tout l'historique de transactions, tout ce qui se fait. Vous savez que le 24, il y a l'argent qui rentre, et le 24, il y a tout un traitement de données. On sait qu'il y a des dépenses qui se font pour aller au cinéma, pour aller acheter chez son supermarché. On a toute une data, donc il y a des datas qui sont traitées. Ces datas-là, ça permet d'avoir des prévisions financières. Déjà, on sait que la consommation, donc en termes de dépenses, ça permet aussi aux banques de développer des solutions adaptées, parce qu'on connaît le profil de l'utilisateur, et on sait quels sont les profils. On peut développer tous les produits, ce qu'on appelle de cashback, donc même des produits financiers. Lorsqu'on est c'est ça le vrai KYC en fait. Lorsqu'on connaît vraiment le comportement du client, là on sera en mesure de développer des produits spécifiques, parce qu'on connaît le profiling du client. Mais aujourd'hui, lorsque moi la banque fait mon KYC, elle ouvre mon compte bancaire, et puis le 24, pour reprendre notre expression de notre ami, le 24 je retire l'argent, la banque ne sait pas ce que je fais avec. Parce que tout se fait en espèces, et on ne sait pas ce qui se passe. Donc du coup, comment la banque saura quel produit j'aurai besoin, et ainsi de suite. Alors la partie prédiction financière, je saurai donc le mouvement, le comportement de mes usagers ou de mes clients. Je saurai donc leur rythme de dépenses, le rythme le revenu, et je saurai donc en capacité de traiter toute le big data. Je ne parle pas d'une personne, mais je traite des millions de comptes. Aujourd'hui, Algérie Post, quand même, avec la solution Beledi Mob, a tout un historique, et c'est ça le vrai enjeu. En fait. Vous connaissez très bien le profiling de vos usagers, et là vous pouvez développer tous les produits financiers, faire de la prévision financière, vous savez quel est le comportement consommateur. Mais lorsque ça s'arrête à un retrait de cash au niveau du guichet, ou au mieux au niveau du distributeur, après c'est le blackout total, on ne sait pas ce qui se passe. L'enjeu de la data est très important. Oui, Yazid, rapidement. Pour puis Rachid, vous rajoutez. Je voulais dire que, en fait, aujourd'hui, l'intelligence prédictive, c'est quelque chose que nous vivons. Donc, on est tous là, lorsqu'on ouvre notre portable, on reçoit des offres, on reçoit. Donc, le rôle aussi de ces fintech à développer, c'est
en fait, d'intéresser ce consommateur ou ce client pour qu'il n'utilise plus le cash, pour qu'il puisse aller sur d'autres solutions. En fait, c'est de lui donner cette possibilité et de l'intéresser. Oui, mais ça, là, on reste dans le volet amélioration de la relation client. Il faut revenir à la base, hein, parce que tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Oui, moi je veux bien, hein, d'accord. Mais avant de parler d'intelligence artificielle, et Nasser l'a clairement démontré, hein, si vous n'avez pas en interne un core banking qui tient la route, vous aurez beau mettre toute l'intelligence artificielle que vous voulez, vous n'aurez rien du tout. Hein. Donc commençons par le début. Construisons des core banking qui soient efficaces, hein, parce que si vous n'avez pas la capacité à traiter la data, comme on dit en anglais, garbage in, garbage out. Hein. Donc les fintech, elles ont un rôle important, encore une fois, à jouer dans l'amélioration des processus internes, mais elles ont aussi, en se mutualisant, un rôle important et utile au développement et à l'amélioration des core banking de nos banques, hein, qui sont souvent dans un état, n'ayons pas peur de le dire, assez catastrophique. Alors, vous voulez rajouter un élément? Je vous en prie. Donc, c'est tout le monde qui s'accorde actuellement à dire que ce qui est enregistré en termes de transactions, de tout ce qui est paiement électronique, c'est loin de ce qui est existant comme potentiel. Là, on est à peu près à 2,5 millions de transactions de paiement sur Internet. Par rapport au potentiel existant, on est très loin. Ça devait être des alentours de 20 millions par mois. Donc, ce qui est attendu des fintech, c'est de pouvoir ramener de voir une hausse des transactions et de nombre de personnes qui vont utiliser ce moyen de paiement. C'est ça ce qui est attendu des fintech. Là, le potentiel, il est énorme. Il est énorme. Et justement, c'est à travers l'expérience d'Algérie Post, à travers Baridi Mob. Là, ils ont pu mettre en place un dispositif qui a drainé, qui a pu générer des millions de transactions par mois. Pourquoi ne pas profiter de ces expériences pour améliorer l'environnement du paiement électronique et de faire basculer le paiement par rapport au retrait. Actuellement, on est à 90% de retrait et 10% de paiement, et essayer de ramener ce ratio au fur et à mesure à le voir mieux que ce qui est existant actuellement. D'accord. Alors, une autre question. Quelles sont les meilleures pratiques en matière de sécurité des données et de protection de la vie privée dans le contexte de la FinTech? Rachid est pressé de répondre. C'est un vaste sujet, tu sais. J'allais dire, ma propre fille a travaillé sur le sujet. Alors, donc, ce que je sais, ça vient d'elle. Hein. Voilà. Quelquefois, on va lui rendre hommage à Mademoiselle Sekak. Il y a un feedback interne. Non, mais si tu veux, c'est un petit peu le reproche que je fais aux fintech actuels, hein, qui sont actuellement sur le marché. Elles sont au début du voyage. Hein, elles sont au début du voyage, et le voyage va être très très long. Hein, et le succès d'une fintech, ce n'est pas dans la durée, ce n'est pas le développement d'une application. Parce que j'allais dire, le développement d'une application de paiement, franchement, c'est pas très compliqué à faire. Hein, il suffit de regarder ce qui se fait ailleurs, c'est assez facile. Donc le véritable enjeu de nos fintech naissantes à l'heure actuelle, c'est précisément de renforcer leur cadre institutionnel de manière très très sérieuse. Hein. Pourquoi? Parce que les agréments qu'on peut obtenir aujourd'hui ne seront pas valables demain. La cybersécurité, c'est un problème qui évolue dans le temps. Hein. Donc il faut très rapidement se doter de procédures, d'équipes solides qui maîtrisent la comptabilité, qui maîtrisent la relation client, qui maîtrisent les etc. etc., etc. C'est un peu le reproche que je fais. Alors, c'est un reproche que je fais qui renvoie, j'allais dire, à mon avis,
au fait qu'en Algérie, comme le disait Nasser, et ce qu'il a proposé est tout à fait une question de bon sens, hein, c'est que la relation entre FinTech et banque, en Algérie, il faut qu'elle soit collaborative. Hein. Il faut qu'elle soit totalement collaborative, tout simplement parce que l'argent, il est dans les banques, le besoin, il est dans les banques, et la capacité technique, elle est dans les FinTech. Donc, quelque part par là, ce que tu as proposé me semble tout à fait raisonnable. Je ne me rappelle plus du nom du concept, hein, mais réfléchir ensemble et collaborer ensemble sur la fluidité des choses. D'accord. Une autre question que vous souhaitez rajouter? Oui, Mounira Marie. Alors, la question, c'était par rapport à la sécurité des données et tout. Donc, en fait, je pense que le problème a été réglé, je dirais, il y a 40 ans, à travers le monde. Donc, il y a les Visa, Mastercard, etc., qui ont mis des référentiels que nous devons juste appliquer. Aujourd'hui, il y a les normes et standards PCI DSS qui régissent et qui sont qui sont la référence de tout ce qui est sécurité des données, données de carte, données bancaires, etc. Quant aux données personnelles et tout, donc il y a eu la 1807 qui a aussi cadré tout cet aspect. Aujourd'hui, je dirais que la FinTech, elle est limitée aujourd'hui en Algérie parce que les accès à ces produits financiers sont très très difficiles. Aujourd'hui, il n'y a aucune FinTech qui peut se connecter à un core banking. Le seul accès qu'a trouvé la FinTech et a essayé de développer autour, c'est l'accès au paiement par carte. Donc il y a eu la création de la plateforme CIB Web. Donc les FinTech aujourd'hui essaient de développer ce module et développer des accessoires autour pour permettre à ces utilisateurs d'utiliser leur carte et essayer de ramener ces porteurs de cartes au paiement en ligne. Donc c'est la start-up aujourd'hui. On ne peut pas lui rapprocher ce développement parce que c'est tout dont elle a entre les mains. D'accord. Alors toute dernière, oui, rajoutez un petit point. Pour le jeu monétique, on a mené des enquêtes auprès de consommateurs, auprès de commerçants pour comprendre les freins pour le développement du paiement électronique. L'un des freins qui a été toujours à maintes fois mentionné par les gens qui ont été questionnés sur le sujet, le problème de sécurité, il revient souvent. Il y a un manque de confiance de la part des utilisateurs à adhérer à tout ce qui est paiement, à tout ce qui est carte. Là, le jeu monétique, sur cette base, il a fait en sorte de développer tout un référentiel de sécurité applicable au système de paiement électronique, au système monétique. Et tous les membres du jeu monétique qui sont les banques, Algérie Post, sont soumis au respect strict de toutes les dispositions énumérées dans le cadre de ce référentiel. D'accord. Alors, toute dernière question, soyez bref s'il vous plaît pour conclure. Depuis que la question est sympa, parce qu'il y a même de la littérature dedans. Depuis que les gazelles courent plus vite que les lions, depuis que les gazelles courent plus vite, les lions ont besoin de réagir, sinon ils disparaîtront comme les dinosaures. Avec l'IA, la fraude va exploser. La FinTech est-elle en danger? Fraude, IA, FinTech en danger. Écoute, c'est tout à fait... c'est pas la FinTech qui est en danger, c'est la totalité du système. Hein. Parce que très clairement, la FinTech, le digital, le numérique, l'intelligence artificielle, Internet, blablabla, toute la chaîne que nous connaissons, elle engendre des risques nouveaux. Hein. Des risques nouveaux qui sont, on les connaît, la cybersécurité, la cybercriminalité, le blanchiment d'argent, blablabla. Bon, bien évidemment, il faudra réguler. Hein, il faudra réguler, mais comme le disait gentiment et poliment mon ami Rafik, c'est que
il faudra réguler, mais ne pas tuer l'innovation. Hein. Parce que le problème que nous avons chez nous, on le connaît, c'est qu'on veut... alors, la non-émergence, alors qu'on en parle depuis 3 ans des PSP, hein, qui sont un élément essentiel de l'inclusion financière, relève précisément de cette problématique. Hein. C'est qu'on est dans un système où on veut tout réguler avant que ça démarre. Hein. Et c'est pas possible. Et du coup, on ferme trop dès le début. On veut tout réguler avant que ça démarre parce qu'on a peur de tout. Hein. Et c'est l'attitude qui tue l'innovation. Hein. Donc, soyons un peu flexibles dans la réglementation. Laissons les gens innover. Et puis après, si on constate des soucis, si on constate des problèmes, seulement à ce moment-là, il faudra mettre des garde-fous. Il faudra réguler. Étant entendu que franchement, les montants en jeu à l'heure actuelle, traités par les fintechs, sont ridiculeusement bas. Hein. Donc le danger, il n'est pas immense. D'accord. Réponse rapide. Pour cette question, donc l'IA, c'est un danger pas uniquement pour la finance, mais pour tout ce qui est Internet, technologie. Maintenant, notre capacité, si on doit être efficace, c'est de pouvoir s'adapter à tous ces risques qui viennent, les risques technologiques qui viennent. Là, c'est notre rôle en tant que responsable de sécurité de s'adapter à ces risques, à ces nouvelles menaces. L'IA, elle peut être utilisée pour attaquer, pour pirater, et ça peut être aussi un moyen de contrecarrer toutes ces menaces. Donc là, l'IA, elle peut être aussi un avantage pour la sécurité. Exact. On va faire vous ça en 30 secondes, ou Yazid, pour clôturer. Voir ça comme opportunité. Enfin, l'IA, c'est une opportunité, plus qu'une menace, de mon point de vue, du moins. Voilà, parce que c'est comme si Internet était une menace, nous allons fermer Internet. Ce n'est pas parce qu'il y a des cyberattaques que nous n'allons plus nous connecter. Ce n'est pas parce qu'il y a des comptes qui sont piratés que nous n'allons plus avoir de compte email. C'est parce que l'IA risque de remplacer quelques personnes dans des acteurs, donc du coup, ça devient une menace. Aujourd'hui, on ne peut pas contrôler ça, c'est des mouvements très forts, c'est des tendances lourdes, donc on accompagne le changement. Donc on adopte, on embrasse la technologie, on embrasse l'évolution technologique. Aujourd'hui, c'est to be or not to be, donc il ne faut pas dire voilà, c'est... Et pour revenir à la gazelle et Lyon, aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle, on doit l'intégrer dans nos processus. Aujourd'hui, en tout cas, Microsoft, Google, tout ça. Les GAFAM, en tout cas, ça devient dans des solutions, Copilot, entre autres. Moi, j'en utilise au quotidien, l'intelligence artificielle, dans mes travaux. Ça, je dirais, c'est un must. En tout cas, je trouve que ce n'est pas une menace. Au contraire, on doit faire avec. Et pour l'évolution technologique, donc utiliser l'intelligence artificielle, c'est en plus. Il y a les fondamentaux. Il y a des fondamentaux, puis il y a ces éléments qui viennent en plus. Mais si aujourd'hui vous avez une doctrine, donc je dirais, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, je ne peux pas parler d'innovation, je peux parler de disruption, alors que si je peux disrupter, écoutez monsieur, ce n'est pas prévu par la réglementation, donc on ne peut rien faire. On en parlait avec les jeux, ça fait 10 ans qu'on en parle, grâce à Team. Non, on la laisse à la fin. Yazid intervient, on laisse la blague. Lui, il est sérieux. Moi, non, on laisse la blague à la fin. Attends, Rachid. Yazid termine et je te laisse terminer. Entre la gazelle et le lion, tu as souvent le Fennec. Fennec DZ, c'est ça. Non, enfin, je veux dire, le risque zéro n'existe pas, donc c'est vrai que trop de régulation tue en fait l'innovation, mais on voit qu'il y a des avancées quand même qui sont faites. On voit par exemple la réglementation bancaire avec la loi monétaire et bancaire qui a évolué, la création des PSP notamment qui sont autorisés, etc. Le travail mené par le JE monétique, etc. Enfin, il y a des choses qui se font. Mais après, c'est vrai que si nous avons peur d'intégrer ce monde virtuel, on va rester en retard. Mais il y a aussi les avantages peut-être de la théorie d'être en retard, c'est de voir un peu ce qui se passe ailleurs et de se placer en fait en avant-garde pour la GIE. Merci beaucoup. 30 secondes. Alors, j'ai salué au début tous les efforts faits par la GIE, mais encore une fois, on doit aller vite. Parce que là, il faut pas, pour moi, c'est que ça évolue tellement vite
qu'on ne peut pas se contenter de nos gérer de ce que nous avons fait. Donc avoir des retards, aujourd'hui je pense qu'on est en train d'accumuler des retards. Et comme je l'avais dit tout à l'heure par rapport à l'exemple de la vidéothèque, pour notre génération on louait des DVD, on louait des films. Aujourd'hui sur streaming, il faut changer de technologie. Il ne faut pas investir sur de la vidéothèque alors qu'aujourd'hui on est sur du streaming. On est en train d'investir toute une régulation autour de cartes et qu'on n'arrive pas à pénétrer depuis ça. Moi j'ai fait j'ai fait l'éco-supérieur de banque en 98, j'ai visité la SATIM. Pour moi, c'était une révolution. Je voyais des DAB, des rouges, des points verts. Un DAB, tel wilaya, il fonctionne, ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, il faut changer de virage technologique. Il y a de nouvelles technologies qui permettent de gagner du temps. Perdons pas de temps. Perdons pas de temps. Je pense qu'on a assez perdu de temps. Et l'épisode Covid a été un révélateur, un électrochoc, où on avait des vrais sujets pour les pensions de retraite, pour les salaires. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit accélérer. Vraiment, on doit passer à la vitesse supérieure. Parce que ça fait 10 ans qu'on en parle. Applaudissements pour ce panel FinTech. Merci messieurs. Merci à vous.